l'installation dans les grandes métropoles et qu'il y a des territoires au sein il y a eu un certain nombre d'installations quand même cette année qui nous donnent un petit peu d'air à nos collègues, mais il y a des secteurs en Vendée qui sont complètement dépourvus de médecins. Il y a quand même une question importante à résoudre de ce côté-là. La difficulté, c'est qu'on manque de médecins partout aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'en période de pénurie, se poser la question d'une régulation à l'installation, ça s'appelle répartir la misère. En fait. Parce que vous prenez Nantes, j'en ai discuté avec la maire de Nantes, il y a un pourcentage non négligeable de la population de Nantes qui ne trouve pas de médecin traitant. Ouais. Et donc, si on dit dans la région, on va répartir les médecins et pousser à l'installation dans tel endroit de Vendée, dans le même mouvement, vous expliquez à Nantes qu'ils n'auront plus d'installation pendant 5 à 10 ans. J'ai vu qu'à Paris, il y avait 3 arrondissements qui étaient en pénurie. Exactement. Moi, je suis issu d'une ville CHU universitaire, Grenoble, où on manque plus de médecins dans le Nord-Isère que dans le sud du département, près de Grenoble. Malgré tout, à Grenoble, on estime qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ne trouvent pas de médecins. Et donc, de la même manière, si vous dites on va forcer les médecins à s'installer dans le nord du département, donc à 3/4 d'heure de la ville, du bassin d'emploi, des transports, etc., vous allez automatiquement expliquer à la population de la grande ville-centre qu'il n'y aura plus personne qui s'installe pendant 5 à 10 ans. Et du coup, comme les médecins ils vieillissent aussi, vous créez des déserts. C'est ça la difficulté. En fait, il faut prendre, entre guillemets, tirer le constat global que dès lors qu'on manque massivement de médecins, et qu'on manque massivement, et qu'on est au creux de la vague, c'est-à-dire que ça va remonter, parce que ma promo, on était 3500 par an à sortir en France. En 72, on en formait 15 000 de médecins par an. Donc c'est sûr, hein, à force d'avoir créé de la pénurie, on constate qu'à la fin, il n'y en a plus. Donc ça va remonter, mais c'est pour ça qu'on a des modalités type CPTS, type maison de santé pluriprofessionnelle. On les a doublés en 5 ans, le centre de santé, on les a doublés en 5 ans, les assistants médicaux, on les a créés de toutes pièces, il y en a plus de 2000 qui sont déployés. Et le SAS pour la permanence des soins, pour les consultations non programmées, ça c'est des mesures qui permettent à la fois d'apporter des réponses aux territoires les plus en souffrance et sans pour autant déstabiliser un maillage qui tient encore bon an mal an dans certaines villes. Donc c'est vraiment la difficulté là aujourd'hui. Et puis développer les coopérations professionnelles, développer les nouvelles compétences, l'accès direct au kiné qu'on est en train d'expérimenter, les orthophonistes, la prescription de lunettes par les orthoptistes, etc. On va être capable de tout un ensemble de mesures en fait. La régulation à l'installation, elle peut se penser dans un mouvement où vous avez beaucoup de sorties, et plus de sorties que d'entrées. Enfin, plus de sorties d'école que de départ à la retraite. C'est-à-dire que vous êtes en train de grossir les rangs. Là, ça peut faire sens de se poser la question. Mais là, aujourd'hui, c'est... Puis pour vraiment, moi je pense que vraiment ce qui est important, c'est l'attractivité du territoire. Donc des mesures d'attractivité. Avec le département, il y a des logements qui sont faits pour les internes, pour les jeunes remplaçants qui arrivent sur le secteur, pour pouvoir les héberger, des logements de belle qualité, qui leur donnent envie de rester sur le secteur. Et puis je pense aussi, alors là c'est vraiment un centre fait pour les soins non programmés urgents. Vraiment la filière d'un médecin pour chaque patient, ça c'est vraiment une autre filière sur laquelle on va travailler. Et je rebondis en effet sur ce que vous disiez sur la coopération entre professionnels. Les communautés, les CPTS sont des communautés pluriprofessionnelles et nous avons à cœur aussi de développer cette activité-là pour essayer de dégager du temps médical en effet déléguant certaines tâches, le mot n'est pas très beau, mais ça dit bien ce que ça dit, à d'autres professionnels, donc l'accès direct en kinésithérapie, certains soins de pansement directement par l'infirmier, le travail des médecins généralistes avec les infirmières de pratique avancée pour nous aider sur les suivis des patients chroniques. Tout ça, ça va permettre de dégager du temps médical et c'est vraiment un travail pluriprofessionnel sur lequel s'engagent les CPTS. Vous espérez, avec les 6 structures là, qui sont développées, vous espérez éviter combien de passages aux urgences par an? Vous avez une estimation? Compliqué à mesurer. En tout cas, c'est sûr que l'ouverture chaque jour de la semaine de ces soins non programmés va faire vraisemblablement baisser de 10 à 15% le passage aux urgences. Donc c'est un véritable apport important, et notamment pour les patients qui n'ont pas encore de médecin traitant. Donc c'est une vraie avancée. Pour les troubles des urgences, ça va être... Pardon. Pour les troubles des urgences, ça va changer quand même un peu... Je suis un peu plus mesuré, mais 10 à 15%, ça me paraît paraît énorme. En fait, on fait déjà beaucoup de réorientation sur les présentations spontanées parce qu'on sature complètement au niveau des urgences et on a déjà décidé que voilà, c'était plus possible. On pouvait, si on multiplie les lignes de garde, on dévoie un petit peu la médecine d'urgence et puis ça crée un appel d'air et on fait plus de médecine d'urgence aux urgences. Avec l'aide du 116-117 de la régulation, on réoriente déjà, on refile le bébé aux régulateurs de médecine générale qui ont renforcé leur présence en régulation et on travaille beaucoup plus en collaboration. Donc on met déjà ça en place, les CPTS, ça permet de trouver une solution concrète de consultation derrière et c'est en ça qu'il y a une vraie avancée sur la structuration de la réponse.
Je suis pas sûr qu'on ait 10 à 15%, ce serait chouette, mais voilà, ça va être compliqué. Et puis aujourd'hui, en fait, les services sont saturés. Alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, mais parce qu'il n'y a pas de place. Essentiellement parce que combien de temps 13 ans. les services sont saturés essentiellement parce qu'on n'a pas de place d'aval sur les médecines, les gens stagnent, et donc on a des services d'urgence qui sont pleins comme un œuf à cause de ça, quoi. Donc voilà, c'est une réponse, il y a d'autres réponses à mettre en place. Déléguer des tâches, on le fait aussi, on le met aussi en place avec les IPA et puis des prescriptions anticipées aux urgences. Donc là, il y a le travail sur la prévention aussi, surtout dans notre secteur plus particulièrement. On a une population assez âgée. On sait que par exemple les hospitalisations du fait de la iatrogénie représentent entre 20 et 30% d'hospitalisation à l'échelle nationale. Donc si en tant que CPTS on est meilleur sur la prévention de la iatrogénie auprès des personnes âgées en travaillant le repérage de la fragilité, par le kinésithérapeute pour le patient shooter, par le pharmacien au niveau médicamenteux. Ça peut nous permettre aussi de gagner un petit peu tous ces passages aux urgences. Évidemment pas de médecin traitant. Et là aussi, ça peut être aussi une réponse à cette problématique-là, c'est une réponse à la démographie médicale. Et c'est, pour rejoindre ce que Hélène disait, c'est aussi un facteur d'attractivité des jeunes médecins qui ne veulent pas forcément faire que de la médecine libérale. Donc ils peuvent avoir envie de faire un peu de médecine libérale, un peu de médecine hospitalière, un peu de médecine salariée. Enfin, voilà, c'est aussi un facteur d'attractivité très important. Et on est vraiment ravis de l'ouverture prochaine de ce centre de soins non programmés, qui pour nous est une opportunité d'un travail ensemble. Oui, il y a 6 structures à l'échelle du département, Oui. comme celle-ci. Oui, tout à fait. Et c'est à terme, il y en a d'autres qui doivent se créer ou c'est Peut-être une septième, c'est juste qu'on a un territoire de CPTS, Terre de Montaigu, qui est proche de Montaigu, qui est une ville où il y a une démographie médicale bien meilleure que chez nous. Du coup, c'est une maison de santé pour l'instant qui assure ce rôle en mettant des créneaux à disposition sur l'agenda partagé qu'on utilise. Donc on peut donner des rendez-vous aux patients à la régulation sur ce secteur-là. C'est juste que voilà, pour l'instant, il n'y avait pas une nécessité de créer ce centre-là. Donc on lance déjà l'expérimentation sur les 6 autres qui sont dans des zones beaucoup plus compliquées. À préciser qu'on n'a pas inventé le centre de soins non programmés en Vendée, mais qu'on a inventé ce maillage territorial qui est assez unique et que j'ai eu l'occasion de porter au nom du département auprès de vos services pour avoir ces financements. Et c'est aussi ça, moi je me permets de dire, c'est le besoin, c'est de pérenniser le système. On a des indicateurs, on est pilote, mais on a déjà les indicateurs qui sont très positifs, parce qu'il y a 80 à 100% des plages de consultation qui sont prises. On voit le lien avec les urgentistes, on a beaucoup parlé des urgences, mais il y a aussi ce soulagement pour les médecins généralistes. Hein, je me permets de le dire, et c'est vrai que c'est aussi là où on a besoin d'avoir ce soutien de pérennité de ce dispositif qui est à la vendéenne. On s'est un peu tous retroussé les manches pour vous accompagner sur votre idée, et j'allais dire, ces garanties sur le long terme qui sont importantes pour aménager, durer. Ici, c'est la spécificité au SAP, c'est un modulaire que la ville a aménagé avec le soutien derrière de l'ARS, et puis après sur les autres centres, ils sont plutôt adossés directement dans les locaux des hôpitaux, mais c'est vrai que c'est sur le long terme qu'on imagine à vos côtés en tant qu'élu local ce dispositif. Et vous avez utilisé le forfait de réorientation des urgences ou pas? Alors non, pas de ma connaissance. En termes de modèle de financement, Pas encore. de modèle de financement, ça peut être intéressant pour le Oui, là, il c'était un faut- budget d'expérimentation, donc du coup... Il faut qu'on trouve la façon de fonctionner, on en discutait justement tout à l'heure, la façon de fonctionner entre l'orientation du patient des urgences vers ici, sans pour autant que ça crée un afflux de patients qui se disent par facilité je vais aux urgences, je sais qu'on va m'envoyer au centre de soins non programmés. Donc le but c'est qu'on trouve ensemble, mais on va y arriver, Ah oui, bien le sûr. fonctionnement C'est ça. optimal Il faut pour une forme de que ces sélection patients soient régulés et que ce soit pas ça. en fait qu'on crée pas une J'ai nouvelle entendu voie la de cheville consultation. depuis 10 jours, je vous donne un arrêt de Voilà, le c'est ça. matin, ça c'est... Le but c'est d'éviter ça en fait, tout en c'est ça. surchargeant pas la régulation, donc il faut Parce que qu'on sans ça, trouve on va juste moyen de transiter les fonctionner. problèmes, quoi, d'une certaine façon. Oui. Ça réglera pas. Le but, c'est pas que le prise en charge désengorgement de des patients. urgences fasse un afflux de patients sur le centre de soins non programmés. Enfin, il faut que ce soit justifié et régulé. Alors, les territoires qui ont expérimenté le forfait de réorientation ne voient pas un afflux plus important de patients. D'accord. Il n'y a pas d'effet, en fait, les gens ne vont pas aux urgences quand ils... Enfin, Surtout depuis la crise. les gens, honnêtement, les gens ne vont pas aux urgences en se disant, j'ai fait tout un dossier aux urgences, et puis au bout d'une heure, on va m'expliquer qu'on va me trouver une consultation plus rapide. Après, ça marche pas. la problématique locale ici, c'est vraiment cet afflux estival de patients. Ouais. Ça crée un ça. biais parce qu'en fait, ils ont des médecins traitants, mais ils sont dans leur région. Donc en fait, c'est ces patients-là aussi dont on a besoin vraiment de réorienter parce que l'été, c'est vraiment des On arrive conditions sur très des pics difficiles. de 160-180 passages jour l'été, ce qui est beaucoup. Oui. Alors que
l'année, on est en Ça 90. fait l'activité d'un CHU. Ah oui, tout à fait. Mais sauf qu'on n'est pas l'effectif d'un CHU. C'est ça, c'est juste Ni ça. les locaux. Au niveau médical, ni les locaux d'un CHU. Malheureusement. Mais avec Un les CHU indicateurs. au sable, ça Ça pèse sur le budget des hôpitaux de notre département. Alors ça pèse oui et non, parce que lorsque vous avez une surcharge hospitalière avec des patients qui encombrent les urgences et ensuite vont remplir des lits d'hôpitaux et qui ne vous permettent pas d'avoir un turnover et de soigner les gens dans les bonnes conditions au bon moment, cela pèse aussi financièrement. J'avais fait une proposition lorsque j'étais député, ça avait été adopté, pour pouvoir financer l'hôpital pour qu'il réoriente des patients lorsqu'ils ne les acceptent pas aux urgences et les adresse vers des structures de ville. Il existe aussi des financements par l'Agence régionale de santé avec des dotations spécifiques, donc nous avons les moyens de financer cela dans la durée. Quand on voit la chaîne se recomposer,